Chers collègues, après avoir entendu les représentants de la DG Trésor lundi et de la DGFiP à l'instant, attendez, est-ce que je me trompe? Oui, c'est ça. Nous poursuivons les travaux de la commission d'enquête sur l'utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants avec l'audition de la Direction générale des entreprises. Puisque nous accueillons son directeur général, M. Thomas Courbe, ainsi que M. Benjamin Nefussi, sous-directeur de la prospective, des études et de l'évaluation économique. Monsieur Robin Baron, conseiller auprès du directeur général, et Madame Élodie Morival, secrétaire générale adjointe. L'audition de ce jour est enregistrée et diffusée en direct. Elle fera l'objet d'un compte-rendu sur le site du Sénat. Je précise également que je ne pourrai pas aller jusqu'au bout, moi, de l'audition. Donc, je me glisserai vers l'extérieur à un moment. Et c'est notre collègue Solange Nabi, vice-présidente de la commission d'enquête, qui prendra ma suite. Voilà. Et je vous présente mes excuses d'avance de ne pas pouvoir vous auditionner jusqu'au bout. Madame, Messieurs, avant de vous donner la parole, je vous rappelle qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête est passible de peine prévue aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal. Je vous remercie par ailleurs de nous faire part de vos éventuels liens d'intérêt en relation avec l'objet de la commission d'enquête. Néant, rien de spécial. Oui, mettez le micro. Pas de lien d'intérêt. Je représente l'État au conseil d'administration du groupe La Poste et du groupe Renault, mais en tant que représentant de l'État, donc ça ne constitue pas un lien d'intérêt. Mais tout à fait. Je le mentionne pour merci de l'avoir précisé, Monsieur le Directeur. Je vous invite à prêter successivement serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en levant la main droite et en disant « je le jure », en allumant bien évidemment les micros pour que ça puisse être enregistré. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Merci. Notre commission d'enquête, dont les membres ont été nommés le 15 janvier dernier, poursuit 3 objectifs principaux. Tout d'abord, établir le coût des aides publiques octroyées aux grandes entreprises, entendues comme celles employant plus de 1000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires net mondial d'au moins 450 millions d'euros par an, ainsi que le coût des aides versées à leurs sous-traitants. Ensuite, déterminer si ces aides sont correctement contrôlées et évaluées, car nous devons veiller à la bonne utilisation des deniers publics. Enfin, réfléchir aux contreparties qui pourraient être imposées en termes de maintien de l'emploi, au sens large, lorsque des aides publiques sont versées à de grandes entreprises qui procèdent ensuite à des fermetures de sites, prononcent des licenciements, voire délocalisent leur activité. Nous avons souhaité vous entendre aujourd'hui afin de connaître précisément le rôle et le fonctionnement de la Direction générale des entreprises, car votre direction joue un rôle essentiel en matière d'aide publique aux entreprises. Quelques questions. Quelles sont les catégories d'aides gérées directement ou indirectement par votre direction? Pouvez-vous présenter succinctement le plan France Relance, le plan d'investissement France 2030 et le volet européen des financements de projets industriels et l'évolution du crédit impôt recherche? Quelles sont les mesures actuelles et à venir relatives à la transparence des aides? Je pense notamment aux aides de minimis et à celles couvertes par le règlement général d'exemption par catégorie. Quel est le rôle de votre direction dans les restructurations d'entreprises? Quels sont les éléments de conditionnalité mis en place dans le cadre des contrats d'aide publique? Enfin, quelle est votre doctrine en matière d'évaluation des aides? Nous vous proposons d'organiser l'audition en 3 temps. Vous apporterez des réponses à nos interrogations dans un propos liminaire de 20 minutes à peu près. Puis Fabien Gay, notre rapporteur, vous posera quelques questions pour approfondir certains points. Enfin, les membres de la commission d'enquête pourront également vous interroger s'ils le souhaitent. Monsieur le directeur général, je vous cède maintenant la parole, en vous remerciant à nouveau. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs. À titre de propos liminaire, je commencerai, mais de manière très brève, par rappeler qu'on considère 3 grandes catégories d'aide aux entreprises, donc celles qui relèvent des dépenses budgétaires, qui sont en général octroyées sous la forme de subventions ou avances remboursables, par exemple, des avantages fiscaux et des allègements de cotisations sociales. Ces 3 catégories d'aides correspondent soit à des mesures générales qui s'appliquent de la même façon à toutes les entreprises et qui donc ne sont pas
considérées au sens européen comme des aides d'État et des mesures spécifiques ciblées qui, elles, sont bien considérées comme des aides d'État, qu'elles soient dans le cas général des subventions ou certains avantages fiscaux ou sociaux qui sont alloués à des catégories d'entreprises. Sur le montant total des aides, on a deux estimations qui nous semblent les plus complètes du montant total des aides qui permettent d'établir un niveau de l'ordre de 150 milliards d'euros en tout, dans les travaux de l'IGF d'une part, de France Stratégie d'autre part, qui sont relativement convergents, avec d'abord sur les aides octroyées par l'État aux entreprises, donc un montant de 88 milliards entre 36 milliards de dépenses fiscales, 28 milliards de dépenses budgétaires, 7 milliards de compensation de dépenses sociales et l'année de référence étant 2022, 15 milliards correspondant à des aides pour des crises ponctuelles. C'est une année particulière de ce point de vue. Il s'agissait notamment des aides face à la crise énergétique et des aides Covid. Et on peut y additionner les exonérations générales de cotisations sociales, ce qui conduit à cette estimation donc, pour l'année 2022 par l'IGF de 154 milliards et qui est cohérent avec l'estimation de France Stratégie dans son rapport politique industrielle en 2020 de 152,8 milliards pour l'année 2019. Donc on a, il me semble, deux estimations sur lesquelles qui donne une première indication. Alors pour la DGE plus particulièrement, nous sommes en charge d'aides budgétaires pour un montant d'environ 3 à 4 milliards sur une série de programmes. Il s'agit pour la principale, la compensation carbone, donc qui est la compensation pour apporter aux industries électro-intensives soumises à la concurrence internationale une compensation du coût du carbone dans l'électricité. Par taille des aides, les subventions au groupe La Poste pour assurer le service universel postal ou le plan France Très Haut Débit. Par exemple, nous vous enverrons bien entendu le détail de ces aides. Parmi ces aides, pour l'année de référence 2024, par exemple, s'ajoutent des aides liées aux crises à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie, puisque nous gérons habituellement un certain nombre de dispositifs d'aide aux entreprises face aux crises. Nous l'avons fait également pendant le Covid ou, je le mentionnais tout à l'heure, pendant la crise énergétique. Donc ça, c'est les aides que nous gérons directement, dont nous sommes responsables sur le plan budgétaire. Nous sommes également, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, très impliqués, même si nous ne gérons pas les crédits au sens budgétaire du terme dans le plan France 2030. Nous étions également impliqués dans le plan France Relance dans un certain nombre de programmes. Et donc, nous contribuons dans le cadre notamment de France 2030, de la gouvernance qui a été mise en place, à finalement l'orientation de ces aides, même si à nouveau nous ne les gérons pas sur le plan budgétaire. Nous suivons également avec attention un certain nombre de mesures fiscales, de dépenses fiscales qui sont directement liées soit au soutien à la R&D, à l'innovation, vous avez cité le CIR, les tarifs réduits d'assises d'électricité ou plus récemment le crédit d'impôt industrie verte mis en place dans le cadre de la loi Industrie verte qui permet de soutenir l'installation en France de capacités de production des technologies qui sont nécessaires à la transition écologique. Sur la question de la conditionnalité, alors on a évidemment deux catégories de finalité des aides. La première, pour simplifier, les aides de crise qui répondent comme leur nom l'indique, à l'objectif d'aider les entreprises à faire face à un choc exogène. Et la finalité de l'aide est inscrite dans cet objectif qui est donc de les aider à rester en activité malgré le choc. J'ai mentionné les aides Covid, les aides énergie à partir de 2022 et puis les aides Nouvelle-Calédonie ou Mayotte plus récemment qui avaient cette finalité. Et puis une deuxième catégorie qui sont des aides de développement économique, donc qui cherchent à inciter ou à permettre à l'entreprise d'investir en R&D, en recherche et développement, ou d'investir dans des capacités de production, notamment, qui est une partie importante du plan France 2030 et des aides que nous attribuons dans le cadre de la politique industrielle. Donc on a d'abord une premier sujet qui est la sélectivité et le choix des entreprises qui
peuvent bénéficier de l'aide en fonction de son objectif. On a ensuite, en termes de conditionnalité, lorsqu'il s'agit pour ces aides en général d'aides d'État au sens de la réglementation européenne, les conditionnalités et les contraintes, l'encadrement qui sont prévus par la réglementation européenne, donc sur la démonstration d'une défaillance de marché, sur l'intensité ou le montant des aides qui sont suivant les régimes encadrés par la réglementation européenne. Sur la conditionnalité, on a d'abord dans les aides une conditionnalité de réalisation et en particulier pour les aides individuelles qui sont liées à des projets d'investissement. Il y a une conditionnalité liée à la bonne réalisation de l'investissement qui conduit d'abord à contractualiser l'aide, à, dans l'aide, prévoir des jalons de réalisation et des paiements de l'aide qui sont liés à ces jalons de réalisation. Et ensuite, au fil de la vie du projet, des évolutions peuvent être décidées sur l'aide si une partie seulement du projet est réalisée ou si une autre partie est abandonnée. Ça fait partie du suivi que nous réalisons des aides avant la phase d'évaluation. Un certain nombre d'aides, par exemple les aides sur les zones d'aide à finalité régionale, inclut par ailleurs des conditions qui sont prévues par la réglementation européenne comme des clauses anti-délocalisation intra-UE ou des clauses de maintien de l'emploi. Et puis enfin, pour les aides les plus importantes, donc les aides dont le montant est supérieur à 50 millions d'euros, nous incluons dans le contrat d'aide une clause de récupération qui conduit à d'abord pouvoir récupérer tout ou partie de l'aide si le projet donne à une rentabilité supérieure à ce qui était escompté au moment de l'octroi de l'aide. Et donc, en cas de retour à meilleure fortune, c'est une clause de retour à meilleure fortune qui permet de récupérer jusqu'à la totalité de l'aide, le cas échéant, et qui s'étale sur des durées entre 3 et 5 ans suivant la taille de l'entreprise après la réalisation du projet pour vérifier que dans la durée, le projet est bien maintenu. Sur les aides qui sont liées à un projet, non pas d'investissement, en tout cas pas d'investissement productif, mais d'investissement de décarbonation, cet horizon de temps peut aller jusqu'à 15 ou 20 ans pour vérifier que le plan d'affaires qui était lié au calcul de l'aide n'est pas dépassé, n'est pas dans son exécution meilleure que prévu, auquel cas il peut y avoir, puisque ces projets sont évalués en tout cas sur une longue durée, il peut y avoir un remboursement de l'aide. On peut également, dans les projets toujours de décarbonation, les projets à finalité environnementale, introduire une clause de récupération liée à la performance environnementale du projet. Donc voilà un certain nombre d'éléments de conditionnalité qui sont intégrés dans les aides. Concernant votre point sur l'évaluation, il y a deux catégories. Les aides pour lesquelles nous sommes responsables budgétairement, sur lesquelles nous conduisons un certain nombre d'évaluations nous-mêmes, et en particulier la sous-direction de Benjamin Nefussi est plus particulièrement en charge de ces évaluations, qui, pour citer des évaluations sur lesquelles nous avons un retour suffisant en termes de durée. Nous avons fait une évaluation du Fonds de solidarité, par exemple, utilisé pendant le Covid, qui montre d'ailleurs en substance que ces aides n'ont pas entraîné de distorsion, globalement, les aides accordées aux entreprises par le Fonds de solidarité, ou pour les aides dont nous ne sommes pas directement budgétairement responsables, nous nous appuyons sur les évaluations de tous les organismes qui les mènent, Inspection générale des finances, INSEE, France Stratégie, que nous utilisons. Donc nous ne réalisons pas les évaluations nous-mêmes, mais les utilisons. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a un très grand nombre d'évaluations des politiques que nous menons qui sont réalisées par la Cour des comptes et qui, dans la dimension aide aux entreprises, contiennent également, de mon point de vue, des évaluations de l'efficacité de ces politiques, même si ça n'est pas toujours la finalité première. Sur la transparence, le principal élément de transparence existant aujourd'hui sur le champ des aides d'État
et donc le module de transparence des octrois, dit TAM, qui est donc un site public sur lequel toutes les aides d'État versées aux entreprises sont rendues publiques. Il s'agit des aides d'État, donc d'une part des subventions versées directement aux entreprises et d'autre part des aides fiscales qui sont là aussi considérées comme des aides d'État, donc qui ne ressortent pas de dispositifs transverses comme le CIR, mais qui ressortent de dispositifs spécifiques, ciblés. Et donc on a cette transparence avec pour le volet fiscal, compte tenu du secret fiscal, des fourchettes qui sont indiquées et pas des montants précis pour préserver le secret fiscal. Donc on a le premier élément de transparence est celui-ci, donc c'est pour les aides de plus de 100 000 euros, donc qui sont publiques sur notamment le site de la Commission européenne et accessibles. Pour avoir une transparence complète, il faudrait y ajouter les aides fiscales issues de dispositifs transverses, donc qu'il faudrait calculer et qui sont couvertes par le secret fiscal, et puis, pour être complet, les exonérations de cotisations sociales. Par ailleurs, nous complétons ce tableau détaillé aide par un rapport annuel sur les aides versées, les aides d'État versées aux entreprises, donc un rapport annuel qui est envoyé à la Commission européenne et qui s'en sert pour faire le reporting global, la transparence globale sur les aides. Il s'agit, contrairement au TAM, il ne s'agit plus d'aide individuelle, mais d'aide globale apportée aux entreprises. Et nous allons compléter, vous l'avez mentionné, Monsieur le Président, dans vos questions liminaires, nous allons compléter cet outil européen qui répertorie donc individuellement les aides d'État de plus de 100 000 euros versées aux entreprises par un outil qui va verser les aides de minimis, donc les aides dans un montant maximum de 300 000 euros sur 3 ans. À partir du 1er janvier 2026, nous élaborons actuellement cet outil de transparence nationale qui donc complétera l'outil existant puisqu'il s'agira des aides, ici des aides de minimis. Et pour terminer et traiter l'ensemble de vos questions préliminaires, peut-être sur France Relance et France 2030, donc indiquer que là, nous avons été particulièrement impliqués dans France Relance, dans la partie industrielle de France Relance, qui a conduit à mettre en œuvre un certain nombre de programmes. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont été ensuite poursuivis dans le cadre de France 2030. Dans ces programmes industriels, nous avons en particulier mené des programmes de relocalisation de produits critiques, matériaux critiques, produits agroalimentaires ou médicaments. Des programmes de soutien aux sous-traitants, en particulier, vous vous souvenez qu'en 2020, nous avons lancé dès le mois de mai et juin 2020 des programmes de soutien aux sous-traitants aéronautiques et automobiles qui étaient particulièrement impactés par la crise. Et nous avons également, dans le cadre de France Relance, engagé les premières actions de décarbonation de l'industrie et donc des financements qui permettent de décarboner les principaux sites industriels français. Et France 2030 a poursuivi pour partie ces actions avec, par exemple, une action qui se poursuit sur la relocalisation de médicaments, de la production en France de médicaments critiques et lancer un grand nombre de nouvelles actions dans des secteurs identifiés par les verticales du plan et qui conduisent à soutenir en particulier des acteurs émergents dans des secteurs jugés critiques, l'espace, la santé à nouveau, les matériaux critiques, l'automobile ou d'autres. Voilà, je propose d'arrêter là pour garder un propos liminaire concis et je suis à votre disposition pour des questions. Merci, Monsieur le Directeur Général. Monsieur le rapporteur, je pense que vous avez un certain nombre de questions à poser. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs. Merci pour vos propos introductifs. Je reviendrai sur la transparence, la conditionnalité. C'est des questions qui, évidemment, nous animent et nous intéressent. Peut-être plus une question d'actualité d'abord autour du bilan de France 2030, même si ce n'est pas vous qui décaissez, mais vous êtes dans la gouvernance. Donc, ça nous intéresse. 54 milliards d'euros annoncés au départ, à grand renfort de communication de la part du gouvernement. 15 restent à engager et font l'objet de coupes budgétaires successives au fur et à mesure. L'hydrogène était une grande priorité, mais
on voit qu'il est relégué au second plan, tandis que l'IA, qui n'était pas un axe important, se voit consacrer 5 milliards sur les premiers reliquats. Quel premier bilan vous tirez des 40 milliards engagés? Effectivement, c'est de l'argent qui est décaissé au fur et à mesure où les projets avancent. Mais moi, je voudrais savoir combien de personnel travaille sur ces questions de contrôle, parce que c'est important, j'imagine qu'ils sont nombreux, parce que les projets sont importants, imposants. Et quel premier bilan vous tirez de ce gros budget de 54 milliards annoncé? Merci, monsieur le rapporteur. Alors, pour le bilan, je commencerai par mentionner le rapport réalisé par le Conseil de surveillance des investissements d'avenir, présidé à l'époque par Patricia Barbizet, qui a fait à mi-parcours de la réalisation de France 2030 un premier bilan positif de la mise en œuvre du plan. Vous avez mentionné deux marchés qui faisaient partie à l'origine du plan et pour lesquels l'implication du plan a été modifiée en cours de déploiement. Et je pense que c'est normal et nécessaire de pouvoir faire évoluer les priorités du plan en fonction de la réalité des marchés. Sur l'hydrogène, c'est effectivement, lorsque le plan France 2030 a été conçu, le marché de l'hydrogène, d'ailleurs de manière mondiale, était estimé à des tailles à la fois dans la mobilité et dans la décarbonation de l'industrie très importantes, très significatives. Depuis ces premières évaluations en 2021, et on peut voir un très grand nombre de pays dans le monde qui avaient fait les mêmes évaluations, ce n'est pas une spécificité française. Les perspectives de ce marché se sont réduites pour plusieurs raisons. D'abord pour des raisons d'avancée technologique, de performance technologique, des technologies sous-jacentes à l'hydrogène qui sont dans certains cas moins... donc la performance est moindre que prévu, et puis surtout les questions de prix de l'énergie sont déterminantes, puisque une partie importante, pour le dire simplement, une partie importante de l'économie de l'hydrogène consiste à convertir de l'électricité en carburant pour la mobilité, et donc l'augmentation des prix de l'électricité en Europe a un impact important sur la rentabilité de l'hydrogène, et de manière plus générale, pour l'hydrogène dans l'industrie, comme moyen de décarbonation de l'industrie, on a également des coûts de l'énergie qui font que c'est un moyen de décarbonation qui devient plus onéreux, en tout cas qu'anticipé. Donc, vous évoquez ce cas-là. Il me semble que c'est un cas normal dans lequel nous avons adapté notre stratégie face à ces réalités de marché qui font que le marché sera plus petit que prévu, et donc il faut réduire nos investissements dans le domaine. Et vous l'avez fait, la contraposée, c'est l'intelligence artificielle, pour laquelle, avec l'intelligence artificielle générative, qui n'était pas anticipée en 2021 quand France 2030 a été conçue, présente un intérêt économique, un intérêt en particulier pour la productivité, la compétitivité des entreprises, y compris des plus petites, très important. Et donc, il me semble normal d'augmenter les moyens dédiés à l'intelligence artificielle en général, et en particulier à l'intelligence artificielle générative, qui est une technologie nouvelle intervenue entre-temps. Donc, cette question que vous avez soulevée sur notre capacité à nous adapter à aussi la réussite des innovations qu'on a soutenues, la plus ou moins grande réussite des innovations technologiques, puisqu'il y a nécessairement dans un plan de ce type, avec beaucoup d'innovations, une prise de risque normale, me semble une capacité importante et à maintenir pour la suite du déploiement du plan. Pour le reste, au-delà de ce qu'a écrit le comité de surveillance des investissements d'avenir dans son rapport à mi-parcours, il me semble que le plan a permis de soutenir dans chacune des verticales un grand nombre d'acteurs innovants, en particulier des acteurs qu'on a appelés émergents, qui sont souvent des petites entreprises, des start-up de création récente. Et c'était l'une des priorités du plan d'apporter ce soutien à tout cet écosystème d'entreprises innovantes dans tous les domaines, l'aviation électrique, mais c'était à la base de France 2030, un
concentration importante sur toutes les technologies liées à la transition écologique. Et donc, depuis l'aviation, l'espace, les mini-lanceurs, les semi-conducteurs ou d'autres domaines, la santé par exemple, il me semble que de ce point de vue, le plan a apporté des résultats réels sur le soutien à ces acteurs, l'émergence de ces acteurs, et y compris dans une logique dans laquelle on va depuis la recherche et développement jusqu'à l'usine. Et une partie du plan France 2030 qui s'appelle Première usine a justement cette vocation d'accompagner des entreprises récentes qui installent en France leur première usine qui va produire leur innovation technologique dans ces différents domaines. De ce point de vue, il me semble que le plan a donné un bon résultat. Il y a par ailleurs une dimension de très grands projets. Vous avez vu que le mouvement qui a été initié au niveau européen de réindustrialisation de l'Europe s'incarne en particulier dans des très grandes usines, dans un certain nombre de nouvelles chaînes de valeur. Et le plan France 2030 a aussi permis, à l'autre extrémité, si j'ai parlé des acteurs émergents et de leur première usine, à l'autre extrémité, il a permis de financer des très grandes usines sur les grands champs de la politique industrielle européenne, notamment les batteries, l'hydrogène, la production d'électrolyseurs par exemple, ou la production des composants de la mobilité hydrogène. Et tous ces investissements sont bien des investissements, soit en recherche et développement, mais toujours avec un projet d'industrialisation en France, soit pour l'industrialisation elle-même, qui crée des usines, de la capacité de production, les emplois associés, et qui a la vocation, et c'est bien le cas dans les réalisations, à positionner l'appareil productif français sur les marchés d'avenir, qui sont ceux sur lesquels on attend de la croissance et de la poursuite des créations d'emplois, et par ailleurs pour au moins 50% des crédits qui participent à la transition écologique. Sur la question des effectifs qui sont dédiés à ce plan, donc au sein de la Direction générale des entreprises, on a des effectifs qui sont dédiés à toute la partie de définition dans les verticales des projets, des types de projets qui vont être attendus, qui rédigent les appels à projets et ensuite qui effectuent le suivi des projets que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont des projets qui souvent durent sur plusieurs années et donc on a un suivi, un contrôle de l'exécution des projets dans lequel les équipes en lien avec les équipes de la DGE en lien avec le secrétaire général pour l'investissement, avec les opérateurs, BPI France notamment, l'ADEME, s'assure que la réalisation du projet est bien conforme au contrat d'aide qui a été conclu avec l'entreprise. Et comme je l'évoquais tout à l'heure, pour un certain nombre de projets, ce qui n'est pas anormal, le projet a une évolution et on en tient compte et on réduit l'aide en proportion de ce changement. Pardon. Non. Et donc cette mission de contrôle qui est, je pense, importante dans ce que vous essayez de vérifier sur la manière dont les aides sont utilisées est la première fonction qui permet de s'assurer que les financements qui ont été apportés conduisent bien à des résultats concrets, des investissements, de la capacité de production concrète qui est bien réalisée. Alors s'il faut estimer les effectifs, pour répondre à votre question, de la DGE qui s'occupe de ces sujets, donc dans toute cette phase depuis l'appel à projet jusqu'au contrôle de l'ensemble de l'exécution du projet, je pense qu'on peut estimer pour l'ensemble du plan en équivalent temps plein, parce que c'est évidemment dispersé à je pense entre 30 et 50 ETP. On vous donnera par écrit et on va faire une évaluation plus précise. Voilà. On va faire une évaluation plus précise, mais c'est le bon ordre de grandeur en tout cas. Et on vous transmettra par écrit une évaluation qui sera dans cette fourchette. Pour la partie... Pour à peu près combien de dossiers? Pour à peu près, pour qu'on arrive 30 à 50, allez, 40. Voilà. Allons-y, et puis vous nous fournirez le chiffre précis, plus précis par écrit, sans aucun souci. Pour à peu près combien de dossiers? Et l'équivalent 39 milliards, si j'enlève les 15 qui n'ont pas été encore décaissés, qu'on arrive à peu près à situer combien ça fait, quoi. Oui. On compte en centaines, en milliers, en dizaines de milliers. Alors,
Dans France 2030, il y a une partie des crédits dans les 39 milliards qui est allée à la recherche publique en particulier. Donc ça, c'est une partie à laquelle on contribue, mais de manière plus lointaine, ce qui est moins dans nos responsabilités principales, et une partie qui est allée à des entreprises, quelle que soit leur taille, pour réaliser les projets que j'ai illustrés. Je ne suis pas absolument sûr du chiffre, mais je dirais que depuis le début de France 2030, il y a à peu près 3000 projets d'entreprise qui ont été financés. On pourra vous donner le chiffre exact, mais c'est le bon ordre de grandeur. Et les équipes de la DGE ont été impliquées, alors de manière plus ou moins intense, sur chacun des projets intéressant les entreprises. Évidemment, quand il s'agit d'une très grande usine de batteries, comme les usines que nous avons financées dans les Hauts-de-France, le temps consacré est beaucoup plus important que quand il s'agit d'un projet d'une start-up qui peut être beaucoup plus circonscrit. Donc c'est évidemment une moyenne, mais il y a eu une implication, notamment dans cette phase de définition puis contrôle de l'exécution, sur donc à peu près 3000 projets d'entreprise. Et même si ce n'est pas le seul indicateur, puisque une start-up, on peut accompagner 10 projets, puis finalement, il y en a 2 qui vont aller au bout. C'est bien ça, je connais bien le système. Mais pour qu'on arrive à se rendre à peu près compte, 39 milliards, combien d'emplois créés? Est-ce qu'on arrive, donc 3000 projets accompagnés, combien d'emplois créés? Parce qu'à un moment donné, pour évaluer l'efficacité, ce n'est pas le seul critère, je le redis, puisque je viens de prendre l'exemple des start-up, mais ça peut nous éclairer. Je rajouterai, mais là je pense que c'est plus subjectif, non seulement combien d'emplois créés, mais combien, je pense qu'il y a une évaluation quand même quelque part, de la richesse créée, de la richesse supplémentaire créée par ces subventions. Emploi et richesse, s'il vous plaît. S'il vous permettez, je vais demander à Benjamin Diffussy de répondre à cette question. Peut-être quelques mots sur, du coup, sur les éléments d'évaluation que je vous indique, qui viennent de ce rapport intermédiaire du CSIA qui est sorti à l'été 23. Donc eux, dans l'impact qu'ils ont estimé, l'impact sur la richesse, sur l'activité, il est de 40 à 80 milliards, donc on peut revenir à 60 milliards à peu près. 60 milliards à peu près en moyenne. Il y a une incertitude, mais en même temps, c'est quand même très incertain d'évaluer l'impact. On dit bien, alors on va dire 50-60 milliards, on dit bien qui n'aurait pas été créé s'il n'y avait pas eu cet accompagnement par des aides. C'est ça, c'est un effet supplémentaire d'activité lié à cet investissement. C'est les conclusions de ce rapport. 39 milliards oui. Alors, ou est-ce qu'on n'est pas que sur France 2030? On est sur l'ensemble des aides publiques qui ont généré derrière. Pardon, l'élément de vous indique, c'est vraiment l'évaluation de France 2030. Voilà, donc France 2030, 39 milliards. Oui, alors. Derrière, à peu près 50 milliards de l'évaluation, elle est sur le chantage. Oui, alors il y a d'abord un effet temporel qui est que les 39 milliards, c'est la situation actuelle. Le rapport, il a été fait à l'été 2023, et donc à ce moment-là, on avait un montant engagé qui était inférieur à 39. Et donc d'à peu près, quoi, 20 Oui, c'est ça, on était à peu près à moitié, peut-être 20. Oui, c'est ça. Donc 20 milliards qu'on générait derrière, ça, allez, on va dire à peu près 50 milliards de richesse supplémentaire. C'est ça. D'accord. Voilà. Et pareil, avec un horizon de création d'emplois, parce que c'était aussi vos questions, autour de... Alors c'est pareil, c'est très incertain, mais entre 300 000 et 600 000. 300 000 et 600 000. Donc vous pouvez, ça donne une fourchette de l'évaluation qui a été faite. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu de détails sur la méthode d'évaluation? Alors, la parce méthode... que vous comprenez que entre combien on était, entre 30 et 80 milliards, je ne sais plus, entre 50 et 80 milliards, et puis entre 300 000 et 600 000, c'est que la méthode d'évaluation, elle n'est pas, alors j'imagine que ce n'est pas évident, mais elle n'est pas très précise, puisqu'on a des résultats qui, eux, sont très larges en même temps dans leur amplitude. Tout à fait. Donc le modèle, donc le CSIA s'est appuyé sur un modèle qui est développé par Soreco, donc vous pouvez trouver le détail de la méthodologie. L'incertitude, il est lié vraiment à l'effet additionnel, à l'effet de bouclage, d'impulsion de la dépense. Et en gros, tout ça dépend de la dimension d'innovation de ce qui est financé par France 2030. Donc, si on pense qu'il y a un effet d'innovation très, excusez-moi, très fort, donc on n'est pas sur du concret. On est sur une évaluation. On n'est pas sur une évaluation ex post. De ce qui a été effectivement créé à chaque fois, dossier par dossier, etc., même les espérances, si on peut dire. On est sur des méthodes d'évaluation. Voilà.
Non, on est sur une évaluation ex ante, qui intègre un bouclage macroéconomique. Donc, c'est les effets de la dépense, mais c'est les effets de génération aussi d'emplois, de consommation. Donc, il y a tout. Il y a les effets de bouclage de l'ensemble du plan. Donc, c'est une évaluation ex ante sur la base de ce qu'on prévoit en termes de chronique, de décaissement et d'impact pour l'économie. Et donc, il ne serait pas possible d'avoir une méthode qui vous permet de faire les remontées tout simplement, projet par projet, de quelle a été la production de richesse, dans le cas où les projets sont réalisés, parce que il y a l'évaluation, puis il y a le concret, ce qui est vraiment réalisé, mais d'avoir une remontée, ça peut faire partie d'ailleurs de l'aide, de dire on vous demande à un moment à créer une énième CSRD, mais de nous faire remonter, vu que vous bénéficiez d'argent public, à quoi cet argent public, enfin ce que cet argent public aura généré à la fois en création d'emplois et à la fois en création de richesses supplémentaires, de manière à pouvoir comparer même vos méthodes d'évaluation avec ce qui se passe réellement sur le terrain. Tout à fait. Non, mais c'est le... Compléter. Moi, je vous fais une totale confiance, mais la confiance n'excluant pas le contrôle. Je viens de regarder le site du ministère du Travail. Ils ne sont pas si ambitieux que vos chiffres. C'est là, ministère du Travail. Donc en 2023... Non mais, attendez, j'ai le chiffre 2024. 40 000 emplois directs créés ou maintenus. Vous voyez, déjà, ce n'est pas de la création directe. C'est créé ou maintenu. Donc déjà, savoir... Et 2024, les chiffres, 93 emplois créés ou préservés. Le mot a changé. Bon, pas de problème. Ce n'est pas exactement les 300 000 à 600 000 emplois... prévus, créés, etc. C'est un peu plus complexe. Non, mais je dis ça, c'est que depuis le début, l'administration nous dit la compétitivité, la création d'emplois, l'évaluation, il n'y en a pas trop, c'est difficile. Et puis surtout, il y a plein de choses qui ne s'évaluent pas. Voilà, ça ne s'évalue pas. C'est comme ça, on donne de l'argent, mais ça ne s'évalue pas. Bon. Et donc, de fait, moi, je pense qu'il faut qu'on arrive à se donner des critères précis. Et on me dit c'est 40 000 emplois créés ou maintenus. Mais après, il faut qu'on se donne une méthode. Je partage. Projet par projet. Est-ce que vous aviez 300 employés s'il n'y avait pas eu cette aide? Est-ce que vous auriez délocalisé ou arrêté une partie des activités? Voilà. Ou est-ce que vous êtes passé à 350? Parce que là, on a l'impression, et pardon de vous le dire, les chiffres sont donnés, un peu comme ça, en termes de communication. Puis après, quand on rentre dans le réel, c'est plus complexe que ça. On a déjà eu l'équivalent avec le CICE. On nous avait promis 1 million d'emplois. Tout le monde, il y avait de la communication politique. Il y avait des administrations qui nous communiquaient le chiffre. Puis après, la dernière chose, c'est 100 000 emplois créés ou maintenus. Donc déjà, on est loin du 1 million d'emplois promis, comme vous venez de le faire, là, sur les 300 à 600 000. Et puis après, on a le père du CICE qui est venu ici et qui a dit oh, mais de toute façon, ce n'était pas pour l'emploi. De toute façon, c'était pour la compétitivité. La compétitivité, ça ne s'évalue pas. Donc voilà, je dis ça parce qu'à un moment donné, il faut que... Et ce n'est pas une critique. Entendez bien ce que je dis. Moi, je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Et qu'on arrête de raconter des saucisses qui font qu'on dit voilà, on va investir 39 milliards, c'est telle retombée, 600 000 emplois créés. Tout ça, c'est un peu complexe, surtout que vous êtes dans un moment, pardon de vous le dire, parce que vous êtes la direction générale des entreprises, où effectivement il faut soutenir des projets, y compris ambitieux, y compris des start-up, même si après on peut avoir le débat. Il y en a qui fonctionneront. Et qui ne fonctionneront pas. Est-ce qu'il y a besoin de saupoudrer, de recentrer? Bon, ça c'est un débat politique et industriel très fort. Mais en même temps, une des premières questions, c'est on perd des emplois. On a 300 plans de licenciement, 300 000 emplois supprimés ou menacés. Donc quand on fait tout ça, le delta, vous voyez, il y a de la casse sociale, et ça a un coût pour la collectivité. Humain d'abord, mais aussi financier. Et puis après, bon, là, et c'est pour ça que ça me faisait rire, quand vous dites 40 à 80 milliards. Bon, mais si on en a investi 39 et que ça nous a rapporté 40, le delta, vous voyez, il est plus complexe. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on se redonne des méthodes de travail. Voilà, en disant, par exemple, c'est pas évaluable, ou c'est pas évaluable de suite. Il faut qu'on prenne 5 ans, et au tableau de bord, on vise 300 000 emplois, mais pas créés ou maintenus, et puis après on évalue
voyez, parce que là, on a l'impression de communication. Puis après, quand on rentre dans le dur des dossiers, dans 5 ans, on sera très loin des chiffres annoncés. Et tout le monde le sait ici. Donc arrêtons de se raconter des histoires. Juste pour dire jusqu'à quel point ça peut être important, c'est qu'il en va aussi de nous, parlementaires, de notre décision, notamment au moment de le vote du projet de loi de finances. Au moment où on se dit, est-ce qu'on continue ou pas ce système de soutien, de développement, de financement par le biais d'argent public aux entreprises pour développer l'emploi, etc. Parce que le problème, c'est que l'argent qui est versé, il n'est pas, entre guillemets, virtuel. C'est du sonnant et trébuchant, c'est, si on prend l'origine, c'est les impôts payés notamment par les sociétés elles-mêmes, par les concitoyens, etc. Et comprenez que notre souci, c'est aussi de dire, mais on ne peut pas, et j'utilise souvent ce mot, c'est pas péjoratif, mais on ne peut pas virtuellement évaluer des versements d'argent sonnants et trébuchants. Est-ce qu'il ne faut pas, plutôt que de faire, je rejoins totalement les paroles du rapporteur, poser, parce que c'est ce qui va déterminer l'évaluation au bout, on continue ou on arrête. Est-ce qu'on ne peut pas, au moment où on crée le dispositif, effectivement se donner des objectifs, mais qu'on laisse bien, qu'on appelle bien, donc qu'on nomme bien des objectifs, mais que quand on parle d'évaluation, on parle de remontée réelle, on revoit le système, et en disant, on avait l'objectif de créer tant d'emplois, on avait l'objectif de créer tant de richesses, mais au bout de 4 ans, 5 ans, je sais que c'est du temps, et prenons le temps, mais au bout de 4 ans, 5 ans, 6 ans, on se rend compte que tel dispositif où on avait prévu la création de 20 000 emplois, on a créé 30 000 ou 5 000, et donc financièrement parlant, l'investissement n'en vaut pas la peine, on avait prévu qu'il crée 10 milliards de richesses supplémentaires et finalement la situation a fait qu'on est à 18 milliards et donc continuons et nous on aura des éléments derrière parce que c'est notre décision aussi, notre vote. On aura 18, on a vraiment dépassé les objectifs de création de richesses et que finalement on travaille sur du factuel et pas sur qu'au moment de la création il y a une estimation, mais que l'estimation ne se transforme pas en évaluation, mais que l'évaluation soit vraiment quelque chose de concret. Vous voyez ? Oui, quelques éléments, parce que sur la partie évaluation, parce qu'elle est vraiment extrêmement importante. Sur la partie évaluation, vraiment pour s'entendre, parce qu'on voit dans la comparaison avec les chiffres que ça peut être troublant et peu clair. Ce qu'on appelle vraiment la partie évaluation, c'est vraiment la comparaison entre ce qu'on observe, ce qu'on voit, et une situation contrefactuelle où il n'y aurait pas eu la mesure. Donc, et c'est ça vraiment qu'on va regarder comme l'évaluation. Et donc, on compare, donc c'est un peu théorique, et on compare ce qu'on attend comme effet par rapport à une situation où il n'y aurait pas eu. Et donc, quand on dit on s'attend à avoir 2 points de PIB en plus et 300 000 emplois en plus, c'est par rapport à une situation où on n'aurait pas mis en place ce plan de relance. Et du coup, on a besoin d'avoir cette trajectoire de contrefactuel. Quand on compare avec les chiffres du ministère du Travail, les chiffres du ministère du Travail nous donnent l'évolution de l'emploi tel qu'on le constate aujourd'hui, tel qu'on le voit et tel qu'on le constate et tel qu'on l'observe aujourd'hui. En fait, ce qu'on dit en creux, c'est qu'on n'aurait pas fait notre plan France Relance, on ne serait pas à plus 40 000, mais on serait à moins 260 000 si on n'avait pas eu ce plan. Donc c'est peut-être ça qu'il faut avoir, c'est ça simplement la différence entre le chiffre que vous citez, qui est vraiment l'évolution du chiffre donné par l'emploi, qui reflète en fait toute la conjoncture. Ça reflète le plan France 2030, mais toute l'activité, toute l'évolution de la conjoncture. Et donc, d'une certaine manière, on ne voit pas là-dedans spécifiquement l'évaluation de France 2030. Donc l'évaluation de France 2030, on la voit par un travail qui est un travail, alors toute la méthodologie, elle a été faite, elle a été discutée, elle a été pondérée, parce que elle a été discutée dans plein d'enceintes, en fait, parce qu'effectivement, ça se discute. Qu'est-ce qu'on prend comme hypothèse de trajectoire, de croissance sur ces prochaines années ? En fait, ça dépendra du résultat qu'on va trouver. Donc, il y a tout un débat d'experts pour voir quel est le scénario de référence
sans plan France Relance, sans France 2030, pour voir ce qui va se passer. Et donc c'est tout ce travail-là qui est fait, qui est détaillé dans le rapport du CSIA, qui permet d'avoir cette évaluation. On se dit en gros c'est voilà, 3 points de PIB et puis 300 000 emplois en plus par rapport à une situation contrefactuelle où il n'y aurait pas eu ce plan-là. Donc c'est ça vraiment le point important à avoir en tête dans ce qu'on appelle ce travail d'évaluation. Donc c'est vraiment la reconstitution. Je suis désolé, j'insiste, mais parce que c'est effectivement un peu théorique et un peu abstrait, mais c'est ça qu'on fait vraiment là-dedans. Le compte factuel, il est théorique, parce qu'on l'a pas. Exactement, on l'a pas. Et du coup, on le reconstruit par rapport à quelque chose qui est la tendance normale. Pour vérifier qu'il n'y ait pas d'effet d'aubaine, etc., il faut prendre 10 entreprises à qui on donne et 10 entreprises à qui on ne donne pas. Mais là, exactement. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on fait. Donc en fait, vous avez plusieurs choses. Vous avez un travail d'évaluation macroéconomique qui a été fait dans ce rapport-là. Et vous avez un autre travail qui est un travail microéconomique. On fait exactement ce que vous dites. On prend des entreprises qui ont bénéficié de l'aide. On prend des entreprises qui n'ont pas bénéficié, mais qui ressemblent. Et c'est là la subtilité, et c'est là la chose importante, en fait. On prend qui n'ont pas bénéficié, mais qui ressemblent au maximum, et on compare. Et donc ça, c'est le travail que vous mentionniez, qui est un travail microéconomique, qui s'appuie vraiment concrètement sur les remontées, et qu'on fait aussi. Dans ces sujets d'évaluation, on fait un peu feu de tout bois, hein. On fait des choses macroéconomiques ex ante, que je vous ai décrit. On fait du microéconomique dispositif par dispositif. On fait des entretiens qualitatifs parce qu'il ne faut pas non plus tout mettre dans les données. Et c'est aussi important d'écouter ce que disent les acteurs. Donc on fait un peu feu de tout bois pour se donner un avis sur ces choses-là. Et donc dans les éléments microéconomiques, en réalité, ça prend énormément de temps. Ça prend du temps. Je vais vous dire très, très simplement les choses. Là, on est en 2025. Nous, on travaille sur des données, les données de l'INSEE, les données qui sont le plus fiables possible, ou les données de déclaration fiscale. Aujourd'hui, on dispose des données sur 2022, ce qui est très bien. Je veux dire, c'est le temps de déclaration, c'est le temps de production. Aujourd'hui, on a les données sur 2022. Bon, France 2030, qui a dû être lancée à peu près à ce moment-là, aujourd'hui, concrètement, on ne peut rien voir avec une analyse microéconomique telle que je vous la décris. Parce qu'en fait, il faut le temps de la remontée de l'information. Il faut aussi le temps que les effets se matérialisent. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'une entreprise a eu une aide en 22 qu'il se passe des choses incroyables l'année 22. Peut-être que c'est en 23, en 24. Donc en fait si vous voulez voir ce qui va se passer en 24, en fait, c'est en 26, 27 qu'on aura les données. Donc tout ça, et donc il faut se donner le temps de l'évaluation. Mais ce travail-là, il est fait. Là, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Là, on est très bien, par exemple, pour évaluer les choses de France Relance. France Relance 2020, là on commence à avoir les bonnes données, les effets. On a fait un travail dont on pourra reparler sur le fonds de solidarité. Donc il faut effectivement se donner le temps de la remontée d'informations, des effets pour faire ce travail microéconomique. Mais on voit bien qu'on ne peut pas non plus attendre un temps considérable pour avancer. Donc c'est pour ça qu'on fait déjà plein de choses en amont, en fait. Non, parce que le temps politique n'est pas le temps politique n'est pas celui-là. N'est pas le temps industriel, malheureusement. Voilà, donc on voit bien, et c'est pour ça que le CSIA a fait ce rapport très vite. Je vais me permettre de faire quelques questions courtes et réponses courtes, parce que le temps file, mes collègues. Est-ce que, juste, ça va être 4-5 questions assez courtes qui appellent des réponses courtes. Non, mais c'est passionnant, mais le temps file et j'en suis désolé. Juste dans le plan... France 2030, dans les 3000 projets, est-ce qu'on vérifie ou non que des entreprises qui touchent cette aide publique licencient? Oui, non. Et est-ce que vous avez le chiffre? Et est-ce que c'est un des critères qui permettent ou pas de toucher de l'aide? Pardon, pour compléter la question, pour qu'elle soit complète ou compréhensible par le plus grand nombre. Donc là, vous posez la question de savoir si une entreprise licencie au moment où on doit décider de lui octroyer l'aide, est-ce qu'on accorde l'aide, ou si elle licencie après l'octroi de l'aide, les deux. Il y a une évaluation, en fait, dans ces aides, il s'agit d'aides individuelles décidées au cas par cas en fonction d'un cahier des charges qui a été rendu public et dans lequel un grand nombre d'entreprises ont répondu, auquel un grand nombre d'entreprises ont répondu. Donc il y a un certain nombre il y a une analyse qui est faite sur la conformité au cahier des charges de cet appel à projet notamment. Et en général, il n'y a pas dans l'appel à projet un critère qui dit que l'entreprise n'est pas éligible si elle est en train de licencier. Donc pas de données sur cette question.
Non. Ok. Je reviens rapidement sur la transparence que vous avez évoquée. Donc la France remplit ses obligations en matière de transparence des aides, ce qu'a dit tout à l'heure le président, aide de minimis et aide exemptée. L'article 10 de la loi du 12 avril 2000 relatif aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations prévoit que toute administration qui accorde des subventions au-dessus d'un seuil fixé par voie réglementaire assure leur transparence. Est-ce le cas aujourd'hui ? Et existe-t-il d'autres normes issues du droit interne en matière de transparence ? Et le gouvernement a-t-il engagé une réflexion pour améliorer la transparence des aides dans les dernières semaines ou les derniers mois ? Alors, sur la transparence actuelle, elle est, pour les subventions accordées aux entreprises, elle est essentiellement assurée par ce tableau TAM européen qui permet d'avoir les aides individuelles accordées à chaque entreprise par l'État ou par des collectivités territoriales. Il sera complété par le tableau de minimis qui traite les aides les plus petites que j'ai évoqué à partir du 1er janvier 2026. Pardon ? C'est une obligation européenne. Et comme je l'évoquais en propos liminaire, avec ces deux tableaux, disons, on aura l'essentiel des subventions individuelles versées aux entreprises, avec les limites que j'évoquais tout à l'heure liées au secret fiscal, donc pour le tableau de TAM des fourchettes plutôt que des montants précis. Quand on dit transparence, ce fichier que je ne connais pas, hein, donc c'est entreprise par entreprise. Tout à fait. Projet par projet. Ouais. D'accord. Donc si sur ce tableau vous indiquez le nom d'une entreprise, vous aurez suivant l'entreprise, une grande entreprise notamment, il y aura un assez grand nombre de projets qui ont été financés. C'est les projets, mais c'est pas en nombre. Avec un montant, bien sûr. C'est pas le CIR, les exonérations de cotisation. C'est les subventions directes pour tel projet. Voilà. Ouais, donc ça reste une partie infime des aides. On est d'accord. Oui. Alors c'est les aides budgétaires dans la décomposition que j'ai donnée en introduction. Et ça peut être également, dans la mesure où c'est les aides d'État, ça inclut les aides fiscales qui ne sont pas des aides fiscales générales comme le CIR, mais des aides fiscales correspondant à des régimes spécifiques. Bon, donc ma question est, maintenant, directeur général des entreprises, est-ce que vous êtes pour plus de transparence? Et reprenons la définition un peu plus large que a donnée l'IGF, pour laquelle je pense qu'on pourrait se mettre d'accord. Les dépenses fiscales, les exonérations de cotisation, enfin bon, le montant entre 150 et 170. Je reprends, les propos de l'inspecteur général des finances. Est-ce que vous êtes pour la transparence des fonds publics? D'ailleurs, tous les PDG qu'on a auditionnés ici, sauf un, celui de Google, mais tous les autres ont dit qu'ils étaient plutôt d'accord sur la transparence. Et on sent par contre que l'administration, comme vous, est très réticente. Quand je dis ça, c'est pas une critique. Tout le monde nous dit « Oh, attention, secret des affaires, secret fiscal, il faut faire attention, etc. » Pourtant, tous les PDG qui... tout à l'heure, il y avait ArcelorMittal qui est venu et qui nous a dit à peu près tous les dispositifs, les montants. On est remonté même sur 10 dernières années. Bon, et tout le monde se sent prêt. Donc, pourquoi ne bloquer sur cette question de transparence? J'ai l'impression que c'est plus l'administration que les entreprises elles-mêmes. Alors, si on reprend les catégories d'aide, à nouveau, cette transparence et nous en particulier, ce qui nous concerne plus particulièrement, ce sont les aides individuelles, hein, et cette transparence, elle existe aujourd'hui. Et sur les aides d'État. Sur les aides d'État. Oui, mais qui sont les aides d'État, donc qui sont toutes les subventions individuelles octroyées entreprise par entreprise, y compris les aides de crise, par exemple. Toutes ces aides-là sont rendues publiques, donc elles sont déclarées et rendues publiques sur ce tableau européen. Pour aller plus loin, il faudrait y inclure, par exemple, le montant de CIR lié à l'entreprise. Et donc ça, il y a un sujet de secret fiscal que l'entreprise peut décider de lever. Elle a peut-être fait de certaines... Mais aujourd'hui, la loi ne permet pas de les rendre publics. Et donc, de mon point de vue, il y a une assez grande transparence. Et vous évoquiez tous les grands groupes, les aides qu'ils ont reçues.
au-delà de ce tableau de reporting obligatoire, il y a par ailleurs une communication publique qui est faite au moment de l'octroi des aides, mentionnant l'aide, le projet, notamment pour les plus grands projets. Vous évoquez ArcelorMittal, au moment où le contrat d'aide a été signé en janvier 2024, il a été rendu public, le montant de l'aide. Elle n'est pas décaissée d'ailleurs, puisque l'investissement n'est pas engagé. Voilà. Mais il a bien été rendu public. Et donc, pour ce champ des aides, je n'ai pas le sentiment qu'on pourrait améliorer de manière très, très importante la transparence. Bah aussi, beaucoup. Regardez, par exemple, je reprends Sanofi, mais peu importe. L'audition était publique et donc tout se sait. Voilà. Bon, 1 milliard de CIR en 10 ans, ce qu'ils n'ont pas contesté puisque c'est entre 105 et 115 millions. Donc 1 milliard de CIR sur 10 ans, 3500 emplois supprimés, ce qu'ils ont contesté, puis après ils sont revenus, puis ils en ont avoué 1000, mais enfin bon, il y a 4 PSE, dont le dernier en cours. Donc moi je maintiens mon chiffre de 3500. Vous voyez, je pense que ça, c'est une information à caractère d'intérêt général. C'est-à-dire que, considère, je peux être seul, je considère que l'argent public est donné pour la recherche, dont on apprend d'ailleurs qu'elle n'est pas obligatoirement faite en France, mais elle peut être au sein de l'Union européenne, et elle n'est pas obligatoirement faite au sein de l'entreprise, mais peut être faite évidemment en sous-traitance. Bon, là, je ne propose pas d'aller jusqu'à là, mais je propose par contre que les parlementaires aient une évaluation précise du CIR sur ces questions, vous voyez. Et après, je propose qu'une information telle que celle-là soit rendue publique et d'intérêt général, parce que, quand même, une question, c'est que de l'argent public est donné à une entreprise pour aider à la recherche, et on a une entreprise qui licencie. Donc, à un moment donné, si elle le fait avec son propre argent, on peut avoir un débat, et ce n'est pas le sénateur communiste qui dira qu'il ne faut pas défendre l'emploi. On s'entend bien. Quand elle le fait avec l'argent public, je pense qu'il y a beaucoup plus que le seul sénateur communiste qui est intéressé par cette information. Donc je pense qu'elle est d'intérêt public. Voilà. Si je peux me permettre de rajouter, pour nous parlementaires, c'est un gage d'efficience de la politique publique. On aide, mais on montre aussi que l'argent sert à quelque chose. Donc, être très large au niveau communication sur ces dispositifs, c'est important. C'est important pour le budget qu'on doit voter et de dire, voilà, nous réduisons parce qu'il y a un souci, nous augmentons parce qu'il y a un bon côté de ce côté-là. Donc, voilà, la communication est essentielle. Je reviendrai, avant de laisser la place peut-être à mes collègues sénateurs, sur la conditionnalité de l'aide. Est-ce que vous êtes pour une conditionnalité liée au licenciement et à la délocalisation? Est-ce que pour vous, on peut conditionner les aides, le versement des aides publiques sur ces deux thèmes sociaux? Voilà. Merci. Alors sur la conditionnalité, donc j'ai indiqué tout à l'heure l'ensemble des conditionnalités existantes. Pour une partie des aides, les aides à finalité régionale, il y a une conditionnalité contre la délocalisation intra-UE et sur l'emploi, en général pour cette partie des aides. Il serait possible dans l'octroi des aides de conditionner à des questions, de créer un lien entre l'octroi de l'aide et l'absence de licenciement sur la période. Par exemple, c'est techniquement possible. Mon sentiment, c'est qu'il faut se poser au cas par cas la question de la finalité de l'aide et du fait de savoir si cette aide va, si elle est entourée d'un grand nombre de conditionnalités, si elle atteindra son objectif. Et si, puisque l'aide a pour vocation de faire que l'entreprise va prendre une décision, par exemple d'investissement, qui elle-même, on a eu ce débat, crée des emplois, il faut que l'aide reste suffisamment incitative avec l'ensemble de ces conditionnalités pour que elle puisse produire l'effet pour lequel elle a été créée.
qui va être un effet, comme on l'a illustré, d'investissement, de création d'une usine, etc. Et donc, je pense que c'est la réponse qu'on peut faire sur le plan économique à cette question, même si j'en vois bien évidemment l'intérêt. Je pense que c'est au cas par cas cette question d'efficacité liée à l'objectif in fine de l'aide qui est octroyée. Sur les questions d'emploi et là aussi sur un plan économique, un certain nombre d'entreprises considèrent qu'au moment où elles demandent une aide, elles ne peuvent pas forcément prendre d'engagement sur l'emploi parce que, par exemple, elles ne peuvent pas, sur la période qui est traditionnellement 3 ans, 5 ans, qui sont les périodes sur lesquelles se déroulent ces projets, elles ne peuvent pas avoir l'assurance que la conjoncture économique ne va pas les conduire à des réductions d'emploi. Donc là, je dis ça à plat, comme le raisonnement économique que font des entreprises, puisque c'est évidemment un sujet auquel on réfléchit, et c'est en général l'une des difficultés qu'avancent les entreprises pour prendre des engagements de ce type au moment de l'octroi d'une aide qui a une autre finalité que celle-ci. C'est très court. Non, est-ce que vous connaissez le montant des aides européennes et régionales? Une vague idée. Et vous connaissez, et est-ce que vous pensez qu'elles sont évaluées, assez conditionnées, etc. etc. Est-ce qu'on connaissait le montant global? Et puis, s'il y a des évaluations, des conditions assez strictes ou plutôt souples. Voilà, et c'est ma dernière question. Je vous remercie, madame. Peut-être, pardon, j'ai peut-être été incomplet sur la question précédente. Si vous me permettez une seconde pour être bien clair, en particulier, mais j'ai illustré dans mes propos, en général, les projets qu'on finance avec une aide. Alors, pour être complet, parce que c'est une question importante, quand il s'agit d'aide en réponse à une crise, là, la seule finalité de l'aide, c'est de maintenir l'emploi dans l'entreprise. Et là, vous évoquiez tout à l'heure la question emploi créé ou maintenu. Là, dans les aides de crise, il s'agit bien de maintenir l'emploi. Les aides pour la décarbonation, il s'agit bien de maintenir l'emploi, puisque si l'entreprise ne se décarbone pas, elle fermera le site, compte tenu des règles sur la décarbonation, ou des règles de l'ETS, par exemple, européen. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que quand, dans les programmes que nous avons évoqués, nous finançons la réalisation d'un projet. C'est un projet individuel dans l'entreprise. Elle a souvent plusieurs sites, puisqu'on s'intéresse ici à des grandes entreprises. Et donc, mon point sur les objections que je rapportais des entreprises sur ce sujet de conditionnement par exemple, l'absence de licenciement, sont liés au fait que pour une grande entreprise qui vous intéresse aujourd'hui, qui a plusieurs sites, l'aide apportée porte sur un site ou sur une activité, par exemple la R&D, et n'a pas d'impact direct sur d'autres parties sur lesquelles l'entreprise a du mal à s'engager en termes d'emploi. Je voulais préciser ce point parce qu'il est important dans le raisonnement pour répondre à votre question. Si je peux dire un mot de complément sur cette question-là, concrètement sur les projets d'aide d'envergure de ce type-là, la façon concrète dont ça se passe, c'est qu'on a un plan d'affaires de l'entreprise qui décrit tout son projet d'investissement, et après il est suivi dans le temps. Et si après on se rend compte qu'il n'y a pas l'emploi, c'est pas forcément du licenciement, ça peut être aussi une embauche qui ne se fait pas. Si le projet ne se développe pas parce qu'il n'y a pas l'investissement, il n'y a pas l'emploi, que ce soit parce qu'il y a du licenciement ou parce qu'il n'y a pas d'embauche, mais juste l'activité ne se passe pas comme ça a été prévu au début, ça fait l'objet du suivi et si besoin, de la révision du montant d'aide. Donc il y a en permanence un suivi de l'évolution du projet pour l'investissement, pour l'emploi, pour l'ensemble de ce qui a été prévu au début. Donc on n'a pas de clause spécifique sur l'absence de licenciement, mais en fait il y a un suivi complet de l'ensemble de l'activité et de sa conformité par rapport à ce qui a été convenu au début. Et votre question donc, sur les aides... Le montant des aides européennes et régionales, et si elles sont évaluées ou conditionnées. Oui. Alors, ça fait l'objet, c'est le rapport européen dont on parlait sur les aides d'État qui fait vraiment dont on pourra vous communiquer vraiment le lien pour que vous l'ayez, qui fait le récapitulatif intégral de l'ensemble des aides pays par pays et au niveau agrégé par instrument, dans lequel on trouve l'information. Et après, les éléments de cadrage qu'on décrivait nous sont très souvent de niveau européen. Donc la norme que nous, on s'impose sur de la contrepartie en termes de décarbonation, les autres pays ont aussi ces éléments de conditionnalité.
Chers collègues, est-ce que vous auriez des... Oui, monsieur le... Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le directeur général, Madame, Messieurs. Donc, merci déjà pour vos explications, je dirais, très complètes et détaillées. Alors, moi, j'aurais juste une ou deux interrogations concernant, vous avez parlé pour l'instruction des dossiers sous votre autorité. Quel est le nombre de dossiers approximatifs à peu près instruits et quelles sont les plus petites aides par rapport aux plus grandes aides, parce que ça doit être variable d'une entreprise à l'autre, et quels sont à peu près le nombre d'entreprises concernées par ces aides sur ces 2 dernières années, prenons un exemple à ce niveau-là. Et par ailleurs, est-ce que vous avez autorité, le rapporteur a parlé justement les aides européennes, d'État, aides régionales, puisque bon, les régions aussi ont la compétence du développement économique. Il y a également les intercommunalités. Donc il y a aussi toutes ces aides directes, indirectes, et puis également ces formes aides, est-ce que c'est des subventions complètes? Puis il y a aussi les avances remboursables. Et puis aussi, il y a sûrement des entreprises aussi qui peinent à rembourser, où il y a sûrement des manques à gagner. Donc voilà, si on pouvait avoir 2, 3 chiffres, je vous remercie. Merci. Alors, si vous en êtes d'accord, monsieur le sénateur, on vous transmettra des éléments chiffrés ultérieurement, parce qu'il y a beaucoup de questions et je n'aurai pas tous les chiffres ici. D'abord, sur la question de l'instruction, j'ai été imprécis tout à l'heure. On est dans une relation classique avec un opérateur dans lequel, en tant qu'administration, on définit, donc je l'évoquais, les champs d'action, on écrit les appels à projets, donc les objectifs finalement des financements qui vont être apportés, et ensuite c'est l'opérateur, BPI, l'ADEME ou un autre opérateur public qui fait l'instruction détaillée. On a je veux pas passer du temps sur la comitologie, mais c'est bien l'opérateur qui fait l'instruction détaillée des dossiers, et ensuite cette instruction détaillée est présentée à un comité de gouvernance sous des formes variables, dans lequel, à nouveau, les administrations prennent la décision et ensuite, c'est à nouveau l'opérateur qui contractualise. Voilà, en un mot, pour être précis sur la question de l'instruction. Ensuite, sur le nombre de dossiers, on a... alors, on vous donnera les chiffres, ça dépend beaucoup des dispositifs. J'ai évoqué tout à l'heure, pour donner un exemple, l'ordre de grandeur, on vous donnera le chiffre précis du nombre d'entreprises qui ont bénéficié d'aides dans France 2030. On a des chiffres, j'évoquais tout à l'heure la compensation carbone, qui est un dispositif très important pour la compétitivité des entreprises énergo-intensives, où on a moins d'entreprises qui sont concernées, parce que c'est une aide qui est plus sélective. On vous donnera les chiffres. On a, dans les aides de crise, pendant le Covid, avec le Fonds de solidarité, accordé des aides à un très très grand nombre d'entreprises. Donc on a à chaque fois un nombre d'entreprises concernées qui est directement lié à la finalité de l'aide, à la cible. Et donc on essaiera de vous donner des nombres d'entreprises qui correspondent à des dispositifs les plus importants pour répondre à votre question. Sur les régions, donc évidemment, ou toute autre collectivité territoriale, nous n'intervenons pas dans l'octroi d'aide par ces collectivités territoriales. En revanche, elles déclarent dans le cadre du reporting européen les aides, et donc ce sont des aides qui figurent par exemple dans le tableau de reporting que j'évoquais tout à l'heure, donc qui permettent pour une entreprise donnée de voir à la fois les aides accordées par l'État et les aides accordées par les collectivités territoriales. Dans le rapportage que nous mettrons en œuvre à partir du 1er janvier 2026 sur les aides de minimis, nous demanderons aussi aux collectivités territoriales de les déclarer pour avoir une vision exhaustive. Mais il s'agit juste de l'étape de la déclaration et pas, bien sûr, de tous les processus de décision et d'octroi. Ensuite, vous avez raison, il y a différentes modalités d'intervention.
Pour faire une réponse courte, je dirais que la subvention reste une modalité importante dans un certain nombre de programmes, notamment pour l'aide à la décarbonation. On a besoin de subventions puisque ce sont des projets qui ne sont pas en général rentables économiquement, et donc ils ont besoin, et sous le contrôle d'ailleurs de la Commission européenne, ils ont besoin de subventions pour devenir viables économiquement. Dans d'autres cas, on a des avances remboursables quand on veut gérer qui est une autre forme de retour à bonne fortune, à meilleure fortune qu'on évoquait tout à l'heure, qui est que si le projet réussit, on veut que l'entreprise rembourse et on assume le risque d'échec. Donc là aussi, le choix de l'outil se fait quand même essentiellement en fonction de la finalité de l'aide. Mais, comme vous l'avez dit, les principaux, pour ce qui est considéré en tout cas comme des aides, il s'agit essentiellement de subventions et d'avances remboursables. BPI, le directeur général de BPI vous a présenté également son activité en termes de prêts aux entreprises. Là, on ne les classe pas comme des aides et donc c'est du financement de l'économie plus traditionnel. Oui, alors voilà, pour donner une illustration chiffrée, sur France 2030, on a 74% de subventions, 13% de prises de participation qui ne sont pas considérées comme des aides et 7% d'avances remboursables. C'est un exemple, mais on aura des proportions évidemment différentes dans d'autres dispositifs. Et là, sur la répartition par taille d'entreprise, sur les dispositifs que nous gérons à la DGE, nous avons une répartition donc, au total sur l'ensemble de nos dispositifs dont nous sommes budgétairement responsables, 42% pour les grandes entreprises, 35% pour les ETI et 23% pour les PME. Donc ça correspond à la valeur ajoutée. À peu près. Monsieur le directeur général, Madame, Messieurs, je vous remercie pour vos interventions qui nous ont permis d'appréhender un peu mieux les missions assignées à la Direction générale des entreprises. Bien sûr, nous restons à votre écoute, en fait, pour nous transmettre d'autres informations que je vous jugerai utiles pour notre commission d'enquête. Voilà, je vous remercie. Merci.